Je crois que dans le cinéma, il n'existe rien de pire que les sagas qui vous font rêver et qui finissent, au bout d'un moment, souvent assez vite, par vous cracher à la gueule. Tu as cru à l'univers, aux personnages, aux enjeux, aux promesses aussi, et puis à force de nous proposer des suites, des reboots ou encore des choix artistiques complètement débiles, tout finit par s'effondrer. Et le plus frustrant dans toutes ces sagas, c'est qu'elles ont toutes le même point commun, elles ont démarré avec un film exceptionnel. Des films qui étaient bien posés sur les rails, direct pour aller au Panthéon. Le truc, c'est que, par peur, par paresse, par ego, ou juste pour le chèque, les réalisateurs, les scénaristes, tout ça, se sont barrés du train à mi-chemin, nous on est restés dedans, et on s'est pris le mur en pleine tronche. Donc aujourd'hui, on range la nostalgie, et on sort les crocs. Bienvenue dans le Hall of Shame, des films qui avaient tout, mais qui ont tout flingué. Je vous souhaite un excellent visionnage et j'en profite pour demander à ceux et à celles qui ont l'habitude de me regarder sans être encore abonnés, s'il vous plaît, faites-le, ça ne vous coûte rien, ça m'apporte énormément. On approche le cap des 24 400, est-ce que vous allez m'aider à atteindre les 25 000 ? Je compte sur vous. En 10e position, on va commencer par une saga où il y a eu des très hauts et des très bas. La saga Creed. Le premier Creed est sorti il y a 10 ans, déjà en 2015, et je me rappelle encore du sentiment que j'ai éprouvé devant ce film. C'était tout simplement inespéré. Le premier Creed s'émancipait tout doucement en douceur de la saga Rocky. Je rappelle que Rocky Balboa, le dernier des Rocky, est sorti en 2006, donc soit 9 ans après la sortie de Creed. Et on avait affaire avec ce film à quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau, mais qui restait dans le même univers. On change d'époque, on change de système, on change de vision du monde, et c'était génial. Il y a un personnage central qu'on a tendance à oublier dans la saga Rocky, c'est la ville de Philadelphie. Et dans ce Rocky Balboa, on voit un Philadelphie en pleine transition. On quitte tout doucement le Philadelphie du XXe siècle pour entrer dans le XXIe, donc une ère moderne, une ère de plus en plus connectée. On le ressent pas beaucoup, mais ça commence tout doucement à venir, on est au balbutiement. Et dans ce Creed de 2015, on découvre une ville transfigurée, complètement changée. Il s'est passé 10 ans et on a l'impression qu'on a avancé de 100 ans dans le futur. Tout est connecté par les réseaux sociaux, le cloud, les nouvelles modes, tout ça. Et c'est génial, parce que c'est une transition parfaite entre les précédents Rocky et le nouveau, avec au milieu Sylvester Stallone qui sert un petit peu de boussole. Et bien qu'il soit à l'origine de tout ça, Rocky reste quand même un peu en retrait. Il est l'ange sur l'épaule de Creed, car tout le film repose sur les épaules du jeune Adonis Creed, ou plutôt de Michael B. Jordan. Et lui, ainsi que Stallone et Tessa Thompson, forment ensemble une alchimie juste parfaite. Vraiment, je pourrais parler de ce film en bien pendant des heures, et on était bien parti pour amorcer une nouvelle saga, une nouvelle forme de Rocky, à savoir une saga tout aussi qualitative, parce que j'estime que Rocky 2 est aussi brillant que le 1. Pour moi, les plus mauvais Rocky, c'est le 5 et le 3. Le 4, il assume, on va dire, son côté caricatural, son côté très années 80, très struggle for life, c'est vraiment un pur produit de son époque. Le 3 est un peu plus... Même si le début est correct, j'estime que la fin est... on rentre dans le film d'action, quoi. On quitte complètement le côté social et propre au film du nouvel Hollywood. Mais je sais que pour beaucoup d'entre vous, le 3 c'est le meilleur, mais en ce qui me concerne, j'ai quelques réserves. En tout cas, Creed aurait pu surfer sur la même lignée, sauf que non. Ça s'est pas passé comme ça. Car la licence a voulu s'émanciper à tout prix de ce qui faisait l'essence de Rocky. Le 2 devient mélo, prétentieux et forcé. D'un côté, la licence cherche à s'émanciper, mais en même temps, elle ramène qui ? Elle ramène le fils de Drago, quoi. On essaye de pas trop ressembler à Rocky tout en reprenant ce qui faisait l'essence de Rocky et surtout Rocky 4. Et ça, quelque part, c'est ce qu'on voulait voir. Le jeune Creed qui se frite contre contre le fils de celui qui a buté son père. Sur le papier, c'est génial. Sur la forme, c'est autre chose, c'est une autre histoire. Et même si le film a de bons côtés, notamment le retour de Dolph Lundgren, tout ça, ça se prend trop au sérieux. Ça se prend trop au sérieux, mais avec en plus une... on n'est plus du tout dans la même vibe, on n'est plus du tout dans le même style. C'était beaucoup plus intense, beaucoup moins mélo dans le premier, c'était beaucoup plus mature dans un sens. Malheureusement, ce qui faisait la force des années 2000 et 2010, ça disparaît tout doucement, à savoir la maturité, le côté adulte, tout ça. Maintenant, on passe dans autre chose, dans un autre game, et on s'oriente vers quelque chose de beaucoup plus émotionnel, beaucoup plus mélo, et le personnage de celui qui joue le fils Drago, on n'a pas du tout affaire à une machine à tuer, à un type aussi froid que son père, non, il est bouleversé parce qu'il voit sa mère, sa maman lui manque, il aurait aimé avoir un père plus sympathique. Qu'est-ce que c'est que ça ? On voulait voir un truc sérieux, presque un film d'horreur, un film de guerre. Or non, on n'a eu rien de tout ça, et même la scène d'entraînement qu'on voit dans le désert, je sais que certains l'adorent, mais je la trouve molle, quoi. C'est très solennel, c'est pas aussi énergique que ce qu'on voyait dans le premier Creed, par exemple. Enfin, il manque un truc, et c'est pour ça que le deuxième volet est relativement moins apprécié que le premier, à juste titre.
Et enfin, le troisième volet, Creed 3, eh bien, pour le coup, je le préfère au deuxième, même si il souffre d'énormément de défauts, car c'est un film qui a été oublié. Parce que c'est un film oubliable. Il n'y a que 2 choses qui, pour moi, méritent le coup d'être vues dans ce Creed 3. C'est les scènes de combat qui sont inspirées un petit peu du style manga, tout ça. Il y a eu un très gros travail de chorégraphie derrière, vraiment, sans qu'ils ont fait un gros boulot pour que ce soit le plus visuellement possible, enfin le plus visuellement, fascinant, renversant, impressionnant possible. Mais le deuxième point, le point le plus important, le plus puissant de ce Creed 3, c'est lui, Jonathan Majors, dans le rôle de Damian. C'est pour moi l'un des meilleurs personnages de la saga Rocky et Creed réunis. Je le mets juste après Stallone, enfin après Rocky, parce que quelque part, c'est un Rocky version dark. Sans mauvais jeu de mots. Ici, Jonathan Majors pique la vedette à tout le monde, y compris à Michael B. Jordan, parce que, déjà, il a une gueule. B. Jordan, c'est un beau gosse, le mec, il est parfait, il a une symétrie de visage, voilà, on dirait un modèle fitness, alors que Jonathan Majors, il a une gueule. Comme me disait un abonné, c'est un petit peu le John Bernthal noir, quoi, dans un sens, parce que le gars, il a une gueule de bonhomme, tout simplement. C'est le genre de gars que vous croisez sur les chantiers, à l'armée, dans les trucs sérieux, quoi. Et bien évidemment, dans les salles de boxe ou dans les prisons. Et le Majors, honnêtement, je pourrais parler de son rôle pendant des heures parce qu'il m'a pris au trip, quoi. Le gars qui est resté en cabane pendant plus de 15 ans pour un truc de merde, hein. Il a juste sorti un gun pour braquer un mec qui menaçait son pote, je crois, puis il a fait 20 ans de cabane, quoi, ou 15 ans. Bon, c'est les États-Unis, quoi. Et son personnage, on sent qu'il a. Enfin, il est extrêmement bien travaillé, on sent qu'il est brisé à l'intérieur, qu'il cherche une revanche sur la vie. C'est le personnage le plus touchant de ce 3e épisode, et c'est lui qui porte le film sur ses épaules, lui aussi, pour le coup. Et il dégage Jordan, mais vraiment en mode... c'est une balayette, quoi. Il arrive, pam, et toute l'attention est focus sur lui, quoi. Et pour moi, ce film est mal géré parce qu'il aurait pas dû se focus sur Creed, mais sur Damian, justement. Parce que Creed, il a tout. Il est déjà au sommet grâce à son père, il a son héritage familial, il est millionnaire, il a défoncé le gros des champions, des films précédents. Et là, on a Dams qui débarque, qui sort de tôle, qui a rien, mais absolument rien, qui vit dans une petite chambre de motel, qui fait sa lessive tout seul dans son, à la main, dans son évier. C'est un personnage qui avait un potentiel, mais délirant, quoi. Le mec qui part de rien et qui arrive au sommet. Et on aurait dû se focus sur lui. Mais non, Michael B. Jordan a voulu montrer que c'était lui le boss, il a voulu montrer que c'est lui le plus fort, Donc malheureusement, j'estime que ce film est raté parce que Creed aurait dû passer en second plan, et c'est le personnage de Majors qui aurait dû être en première ligne, car c'était lui le personnage le plus intéressant, celui avec le plus de fêlure, celui avec le plus d'humanité. Donc pour moi, cette saga Creed a très bien démarré, et malheureusement pas mal fini, mais c'est encore pire en fait. Quand une saga finit mal, au moins vous vous dites, bon, c'est fini, on n'en parle plus. Que là, on se dit, ah, il y avait un potentiel, il y avait quelque chose, et c'est pas complètement foiré, mais c'est pas complètement réussi non plus, quoi. Et c'est pas mieux. Maintenant, il faut qu'on parle de la saga John Wick. Alors, remettez-vous dans le contexte de l'époque. John Wick sort en 2014, et on voit Keanu Reeves qui défonce tout le monde, sans problème, avec des prises de JJB. C'était nouveau à l'époque, le JJB. C'était pas encore à la mode, c'est John Wick justement qui a mis à la mode le JJB. Et ça faisait du bien de voir un film d'action comme ça, aussi survolté, aussi énergique, avec une ambiance très froide, très crépusculaire. Il y avait un côté lunaire dans les bastons où c'était trop chirurgical, irréaliste au possible. D'ailleurs, Oliver Stone en avait parlé. Oliver Stone, réalisateur de Platoon, Né un 4 juillet, tout ça, L'Enfer du Dimanche, Tueur en est, tout ça, il expliquait que pour lui, il pouvait pas supporter ce genre de film car ça partait beaucoup trop loin. Et j'avoue qu'à l'époque, j'étais un petit peu en mode oh, il va se calmer Oliver Stone là. Attends, c'est génial les films d'action, les John Wick, tout ça, c'est nouveau, ça apporte un coup de sang neuf à l'action. Sauf qu'il avait totalement raison sur le fait que c'était pas réaliste. Je veux dire, oui, je sais très bien qu'il y a des mecs qui sont virtuoses dans la baston, mais là, c'est trop, quoi. Ça va beaucoup trop loin. Et avec le recul, je me dis que John Wick aurait dû s'arrêter finalement au 2e volet, parce qu'après, ça veut toujours aller plus loin, toujours, tout le temps plus loin. Et si, sur le papier, si dans l'idée, ça colle, ça donne envie, dans les faits, est-ce que c'était si indispensable ? Parce que les 2 premiers John Wick, c'était de la foudre en barre, du style, de l'énergie froide, c'était la grammaire de l'action. Et puis l'univers a voulu aller encore plus loin, et on a perdu la rage, on a perdu la fougue, on a perdu
Ce truc qui faisait que les premiers John Wick étaient excellents. Depuis le troisième volet, on mate John Wick comme une chorégraphie. Et les chorégraphies sont super agréables à l'œil. Hein. C'est beau, c'est beau et c'est dégueulasse de voir John Wick massacrer des mecs à coups de schlass, à coups de bouquin, à coups de n'importe quoi. Mais au bout d'un moment, on est en pilotage automatique, on regarde le truc et on attend que ça se passe. Et l'histoire cherche à toujours aller plus loin dans les histoires de la confrérie, ou je me souviens plus. Enfin, ça va toujours plus loin. Et au bout d'un moment, on regarde les têtes qui tombent et tout le reste, finalement, c'est de la déco. Et attention, je ne dis pas que la saga est mauvaise, c'est pas ce que je dis, mais à force de devenir redondant, on perd tout ce truc, quoi. Pour autant, j'admets avoir apprécié The Continental, j'ai trouvé la série plutôt cool, elle est assez originale parce qu'elle part un petit peu dans un autre délire, années 70, tout ça, on s'émancipe un petit peu des John Wick du cinéma. Par contre, j'ai grave peur pour les suites, les prochains John Wick, Ballerina, tout ça, ça me tente pas du tout, parce que ça va être finalement du recyclage. On n'est pas à l'abri d'une surprise, mais ça sent le recyclage à plein nez. Et déjà, la licence a commencé à s'auto-recycler avec le 4e volet. J'ai parlé de John Wick, mais maintenant il faut qu'on parle du John Wick avant l'heure. La saga Taken. Le premier Taken, honnêtement, c'était génial. Brutal, nerveux, sec, et un Liam Neeson qui démarrait dans le game en mode mec qui pète des nuques, en mode One Man Army. C'était naturellement exagéré, mais on voulait y croire. Et ce qui était génial dans ce premier Taken, c'était le côté politiquement incorrect. Paris est montré comme une ville dégueulasse, gangrénée de partout, aussi bien par les institutions que par l'immigration. On voit des Albanais qui esclavagisent des pauvres nanas, des Qataris qui achètent des femmes vierges, des fonctionnaires français qui couvrent tout ça. On a peur pour Liam Neeson qui est dans cette ville et qui fait tout pour retrouver sa fille. Et à l'époque, c'était juste génial, et encore aujourd'hui, le film n'a pas vieilli. En tout cas, Paris était montré à l'image de sa réputation à l'époque, et je crois que ça n'a pas tellement changé aujourd'hui, en termes d'insécurité, de saleté, vous m'avez compris. Et Taken, comme beaucoup de sagas, ça aurait dû s'arrêter au premier. Parce qu'à partir du 2, tout devient prévisible, une formule, un générique, le même film, encore et encore. Même si en soi l'histoire du 2 et du 3 arrive à s'émanciper du premier, on n'a plus ce truc, on n'a plus cette énergie, on n'a plus cette fougue, et c'est pour ça qu'on ne parle jamais du 2 et du 3, et qu'on parle toujours du 1. Alors que pourtant, les scènes de baston du premier, elles sont pas plus spectaculaires que les suivantes. Mais de par son côté froid, réaliste, cathartique et en même temps son côté politiquement incorrect, ce film ne pourrait pas sortir à l'heure actuelle par exemple, parce qu'il montre trop, il montre une diversité de méchants beaucoup trop large. Aujourd'hui c'est impensable parce que ça dérangerait telle ou telle communauté. Le premier Taken restera dans l'histoire, contrairement aux autres qui ont perdu cette tension, cette vibe, et la surprise a fini par être étouffée avec le temps. Et Liam Neeson de son côté, lui, est resté coincé dans son propre personnage. Autre saga complètement partie en sucette, Fast and Furious. Le premier Fast and Furious, pour rappel, est sorti en 2001. 2001. Et en 2001, c'était quoi Fast and Furious? Des bagnoles, de la rue, du carburant et de la sueur. Et aujourd'hui, c'est quoi Fast and Furious? C'est des satellites, des tanks, des persos immortels. On est passé d'un Need for Speed à Marvel. Mais sans la finesse qui accompagne. Et le pire, c'est que plus c'est grotesque, plus ça s'assume. Et visiblement, ça suffit pour remplir les salles. Que voulez-vous? Maintenant, il faut que je parle un petit peu d'animation. C'est un peu tiré sur l'ambulance, mais... Le Roi Lion, quoi. Comment on peut passer d'un chef-d'œuvre intemporel à ce truc? Je veux dire, des lions en 3D qui parlent, qui ont des émotions... C'est pas le sommet du cringe, mais pas loin, Si le premier d'origine était un chef-d'œuvre à absolument tous les niveaux, à chaque plan, chaque note, chaque larme, eh bien le remake en CGI, ça reste une vitrine technique sans âme, les lions ne pleurent pas, les expressions sont mortes, et la magie, elle est restée en 94. On affirme très souvent que ce Roi Lion, c'est un hommage. En réalité, c'est plus un enterrement. Comme on parle de grande saga, il faut qu'on parle naturellement de Matrix, de ce que c'est devenu. Le premier Matrix a retourné le cinéma, une claque philosophique, visuelle et narrative. Et même moi qui ne suis pas spécialement fan du premier, je dois admettre que visuellement c'est une grosse claque et j'ai quand même du mal avec Matrix, je le regarde un petit peu comme un plaisir coupable parce que j'aime pas beaucoup l'ambiance, le mood, c'est trop désespérant pour moi, mais naturellement je note que c'est, du point de vue visuel, c'est une véritable claque. Encore une fois, faut se remettre dans le contexte de l'époque, le film est sorti en 99. Imaginez la tête d'un mec fan de science-fiction qui découvre ce film en 99. Ça a dû disjoncter là-dedans. Bon on était bien parti, puis on a eu Matrix 2, Matrix 3... de plus en plus abscons, bavards, perchés. Vous vous rendez compte que ces films sont... Comment dire? Ils ont voulu jouer la carte... alors il y a de l'action, bien sûr, des scènes d'action qui sont mémorables, d'ailleurs, c'est même tout ce qu'on retient, mais ils ont voulu, quelque part, pas trop se concentrer sur l'action pour aller vers quelque chose d'un peu plus... Enfin, ils ont voulu pousser un peu dans la philo, dans l'analyse, dans les dialogues, tout ça, mais... ça passe pas. D'ailleurs, petite question...
Vous êtes team pilule rouge ou pilule bleue? Moi, très franchement, moi je suis dans le camp de ce mec. Je préfère encore vivre dans un système, quelque part dans une simulation, plutôt que dans la froideur du réel. Hein. J'assume totalement. Et le quatrième volet, comment dire? Je suis désolé de le ressentir comme ça, mais je le vois comme une anti-suite qui s'excuse d'exister un petit peu. Qui s'excuse d'exister tout en crachant sur sa propre mythologie. Hein. Un sabotage méta, pas malin, juste triste. Hein. C'est parce que ce film vraiment m'inspire la tristesse. Il y a quelques beaux plans, le début, tout ça, il y a quelques plans intéressants. Et on avait matière à rebondir sur plein de thèmes, notamment les gens qui sont accros à la technologie, au téléphone, tout ça. C'était bien parti, mais... Alors si j'ai parlé de la saga John Wick, qui a pour rappel démarré en 2014, il faut que je parle d'une autre saga qui a démarré aussi en 2014, mais qui s'est effondrée bien plus vite, c'est Equalizer. Franchement, le premier Equalizer, je le mets bien au-dessus de John Wick. En termes de bons moments, j'ai surkiffé Equalizer en comparaison avec John Wick. John Wick était intéressant, viscéral, cool, mais Equalizer, c'est encore un autre niveau. Le premier, du point de vue de la tension, c'est une véritable leçon de cinéma. Denzel en ange noir, froid, implacable, un vigilante moderne. Du point de vue visuel, esthétique, au niveau du jeu d'acteur, l'immersion, les scènes de baston, enfin les chorégraphies, tout ça. La musique, mais rien n'est à jeter dans cet Equalizer. Et puis arrive le 2. Et là, j'ai pas compris, parce qu'on est passé d'un véritable chef-d'œuvre à un film d'action générique sans âme, mais littéralement sans âme. Et Washington n'arrive même pas à relever le niveau, quoi. Dans le premier, il y avait une maîtrise, il y avait une intelligence au niveau des dialogues, au niveau des regards, il y avait des silences. C'était un chef-d'œuvre. Et puis on arrive au 2, film d'action générique, sans intérêt, qu'on a déjà vu 150 fois. Alors que c'est pas vrai, on en a pas vu 150 fois, mais on a l'impression d'avoir vu, revu ce genre de produit. Parce que si le premier était, était une véritable claque, le deuxième, c'est un simple produit, un produit de consommation. Et puis le troisième... Sans commentaire. C'est Washington qui est en vacances sur fond de méditation molle, quoi. Là, on sent que là, le seul intérêt, c'est purement pécunier, quoi. C'est juste le pognon. Bon, le premier marché, on va pas se prendre la tête, on va reprendre la même formule. Au moins, dans John Wick, on avait l'originalité de se renouveler un tout petit peu. Or là, non seulement on se renouvelle pas, mais en plus, on ne reste pas dans ce qui faisait l'essence et l'âme du premier. En tout cas, je ne comptabilise pas le 2 ni le 3, je reste au premier. Pour moi, les suites n'ont pas existé, elles n'existent pas. Maintenant, il est temps que je vous parle d'une des meilleures et une des pires expériences de cinéma de ma vie. Une des meilleures, Pacific Rim, le premier. Et une des pires, sa suite, Pacific Rim Uprising. Avec le premier Pacific Rim, Guillermo del Toro avait posé une masterclass de science-fiction, un hommage à l'animation japonaise, à la démesure, au mythe. Et qu'est-ce que ce film a fait du bien, très franchement. Ça a fait du bien à l'œil, au cœur, à l'âme, à tout. C'était inespéré. Et puis le 2, même si en soi on n'avait pas beaucoup d'espoir compte tenu de la bande-annonce, on sentait bien le produit de commande balancé à la va-vite, surtout qu'il n'y avait pas Del Toro derrière, on le sentait mal. Mais pas à ce point-là. Le 2, c'est une mauvaise série, du niveau de Nickelodeon. Tout a l'air en plastique, l'émotion a disparu, le style également. Enfin, tout ce qu'on retiendra, c'est du bruit, quoi. Pacific Rim 2, ça me rappelle un peu la suite de Independence Day, quoi. On l'attendait, puis on a directement cherché à l'effacer de notre mémoire juste après le visionnage. On s'approche de la fin, maintenant il faut qu'on parle de cette saga qui a été là aussi complètement massacrée, mais sans aucune pitié. La saga La Momie. La Momie de 99, rappelez-vous, remettez-vous dans le contexte, vraiment 99, mais année millésine, quoi, franchement, mais que des bombes. Bon, et bien le premier La Momie, avec Fraser et toute son équipe, c'était l'essence même du film d'aventure. Le grand retour du film d'aventure. C'était sombre, il y avait un peu d'horreur, mais c'était en même temps assez fun. Il y avait des moments de légèreté, notamment via le personnage de Jonathan. C'est lui qui a apporté ce flegme britannique, cet humour particulier, cet humour à la fois fin et en même temps un peu cartoonesque. Tout est parfait dans ce La Momie. Tout. Et puis est arrivé le 2, qui n'est pas mal, qui est à peu près dans la même lignée, réalisé par Stephen Sommers, tout ça. L'horreur est toujours présente, il y a toujours des scènes vraiment angoissantes. Le problème, c'est que on sait pas trop à quoi on a affaire. Est-ce qu'on a affaire à un film d'aventure? Alors ça, oui, on a affaire à un film d'aventure, mais on sait pas trop si on s'oriente davantage vers l'horreur ou l'humour, parce qu'il y a beaucoup trop d'humour dans ce deuxième volet, au détriment de nombreuses scènes qui sont limite traumatisantes. Dans le 2, on est un petit peu perdu, il voulait faire plus, on est un peu dans la démesure, le gamin... J'admets, je l'ai trouvé juste insupportable, le gamin était de trop pour moi, et avec le recul, je le trouve assez lourdingue le gosse. En termes d'aventure, on en a pour notre argent, ça n'arrête jamais en fait, c'est non-stop, c'est un film qui est vraiment bourré d'énergie, ça bouge tout le temps, mais
Il y a ce truc qui fait que le film se perd un petit peu. Pour autant, vraiment, j'oublierai pas certaines scènes vraiment qui m'ont terrifié. La scène des pygmées, par exemple, les petits pygmées qui massacrent tous les gars là dans les hautes herbes, comme dans Jurassic Park 2 là. Enfin, mais c'était quand j'étais gosse, ça m'avait terrifié quoi. Je comprenais pas parce que devant le retour de la momie, il y a des moments j'étais comme ça. Non, franchement, c'était trop quoi. Mais, le 2 est un véritable chef-d'œuvre en comparaison avec le troisième volet, qui est une véritable insulte, un molar à la gueule des fans de la première heure. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que cette horreur? C'est un véritable naufrage, Jet Li complètement inutile, humour forcé encore, une saga qui ne savait plus si elle voulait faire peur, rire, alors elle a fini par ne plus rien faire du tout. On enchaîne les passages complètement lunaires, on sent bien que le réalisateur, qui est pas du tout le même d'ailleurs, je sais plus c'est qui, je crois que c'est Rob Cohen qui a la réalisation du 3, on sent bien que tout le monde on sent que personne n'est dedans, personne n'est dans ce truc-là, c'est intenable, c'est infâme, et je ne compte même plus le nombre de scènes complètement... C'est du blockbuster pour Bakui, quoi, je suis désolé, quoi, c'est vraiment, je ne peux pas être intransigeant avec ce genre de film, parce que c'est ce qui flingue, vraiment, ce qui fait l'essence de films grandioses comme La Momie, quoi, pourtant, il y a que 8 ans qui séparent le premier et le deuxième, quoi, mais pourtant, on a complètement changé d'époque, on a complètement changé de système, on a changé à absolument tous les niveaux, quoi. Le 2 était encore un peu raccord avec le premier, mais le 3 c'est un autre système. D'ailleurs, Maria Bello remplace Rachel Weisz. En soi c'est pas tellement choquant, mais c'est pourquoi avoir relancé la machine? En plus il me semble que ça a été plus ou moins un échec, le film s'est fait flinguer par la critique à juste titre, la bande-annonce faisait pas du tout rêver, enfin quel intérêt on quitte l'Égypte pour la Chine ancienne, quoi. Vraiment c'est... un cas d'école. En fait, ce film, c'est exactement ce qu'il ne faut pas reproduire dans le cinéma. Jamais. Never. Et enfin, pour terminer, alors attention, la saga dont je vais parler, enfin les films dont je vais parler, ce ne sont pas des mauvais films. Au contraire, et c'est même là le pire. Sherlock Holmes 1 et 2. J'adore ces films, j'adore cette ambiance. Le 2 est pour moi un peu moins réussi que le 1, mais du point de vue visuel, du point de vue de tant d'éléments que je pourrais souligner, enfin ça mériterait une vidéo entière, c'est toujours un plaisir quand je les redécouvre. Un duo démentiel, une ambiance steampunk, brutale, brillante. Mais là où c'est le pire, c'est encore pire pour moi que foirer une suite, c'est qu'on n'ait pas de suite du tout. Rappelez-vous la fin du 2, c'était un final légendaire qui nous laissait sur un climax de malade mental. Et je rappelle que le premier Sherlock Holmes est sorti, il me semble, en 2009, et le deuxième en 2012. Il avait été réalisé, je crois, en 2010. Ça s'était enchaîné rapidement, quoi. Ça s'était pas arrêté. Et visuellement, le 2 est encore plus impressionnant que le premier. Le truc, c'est que là, on est 15 ans après, toujours rien. Toujours rien, pas de Sherlock Holmes 3 à l'horizon, et on sait que ça n'arrivera jamais. C'est pas possible, parce que, Robert Downey Jr., il a passé les 60 balais, c'est fini, c'est finito. À moins qu'on, que pourquoi pas, dans 4-5 ans, on upgrade à fond le système de re-aging, on rajeunit les acteurs, tout ça, enfin, on peut déjà le faire, mais faudra attendre encore 3, 4, 5 ans pour que ce soit vraiment optimal, mais à moins de ce petit miracle, ça n'arrivera jamais, et c'est encore plus frustrant qu'une suite foirée. Largement, j'aurais préféré un Sherlock Holmes 3 réalisé par Louis Leterrier, Rob Cohen, n'importe quoi, j'aurais préféré un foirage complet, un naufrage, plutôt que pas de naufrage du tout, vraiment. Quitte à choisir, je préfère voir une suite potentiellement ratée que pas de suite du tout, parce que c'est beaucoup trop frustrant de voir qu'une suite n'a pas été mise au bout, quoi. Surtout que on est nombreux à être fans, on est nombreux à avoir réclamé cette suite, les films ont été des succès, et non, Guy Ritchie a préféré continuer sa carrière bizarre, à tourner un film par an, dont des films complètement insignifiants, dont on a complètement oublié l'existence. Il ne fait que ça depuis 10 ans, et c'est un scandale, il aurait dû performer dans ce Sherlock Holmes 3, on l'attendait, on voulait ce film, et non. Non, pas de troisième opus, pas de conclusion, mais une frustration immense. Et ça c'est vraiment le crime parfait, nous avoir laissé en plan, comme ça. Merci Guy Ritchie, hein. Franchement j'adore. Hein. Merci infiniment. Et Robert Downey Jr., très franchement, tu fais chier, parce qu'au lieu de rempiler dans un nouveau Marvel, t'aurais pu titiller un peu Guy Ritchie pour nous sortir un troisième volet, ça aurait pas été de trop. En bref, pour conclure, le cinéma, ce n'est pas que de l'image, c'est une promesse, une vibe, un sentiment. Un sentiment! Quand tu lances une saga réussie, tu signes un pacte avec le public. Ces films-là avaient tout, du style, du talent, une vision, et qu'est-ce qu'ils ont choisi? La facilité, le recyclage, l'oubli, le pognon. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à très bientôt pour une prochaine, et encore une fois, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous en cliquant sur le bouton s'abonner. Plein de bisous à tous, ciao, et donnez votre avis dans les commentaires en allant dans la section commentaires.